Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous de la création. Ce cycle de conférences créé par le Master Communication, Médias et Industries créatives au sein de l'École du Management et de l'Innovation de Sciences Po a pour but de permettre aux élèves de rencontrer et d'échanger avec des artistes qui viennent vous expliquer comment ils et elles innovent, inventent, se plantent, se surprennent, se dépassent, bref, quelle est leur vision et leur approche de la création. Alors, chers élèves, puisque nous sommes à nouveau en couvre-finement, vous ne pouvez toujours pas venir en bout de mie. Alors ce soir, c'est un monde qui vient à votre rencontre. Un cabaret, une caravane, une poésie, une parenthèse, une ruade, une rêverie, une folie, une féerie, un indispensable éphémère. Notre invité de ce soir ne s'est pas contenté de créer des œuvres et des spectacles, de réaliser des films et d'écrire des livres. Tout ça, il l'a fait, et j'ai oublié de les mettre sur la table, vous les verrez tout à l'heure. Il y a des artistes qui créent des œuvres, et il y en a d'autres, plus rares, qui créent des arts, des nouvelles expressions, des nouveaux territoires. Notre invité de ce soir s'exprime rarement, par honnêteté. D'habitude, pour le voir, il faut aller chez lui, au fort d'Aubervilliers, où sa tribu s'est installée en 1989. On l'y trouvera sur sa piste, entouré de ses complices. Mais il faut se préparer à une telle rencontre, suivre le chemin qu'il a tracé pour nous. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous guider sur ce chemin. J'aimerais que vous le rencontriez en fait dans son écrin et pour cela, eh bien, vous pouvez me suivre, vous pouvez lever les yeux au ciel si vous trouvez que j'en fais trop ou les fermer pour quitter quelques instants votre canapé. En fermant les yeux, vous allez vous retrouver à Aubervilliers, avenue Jean Jaurès. Juste à votre gauche, en sortant du métro, il y a un terrain presque vague que se disputent des voitures mal garées et des détritus amassés. Juste à quelques pas, sur votre gauche, sous un auvent en bois presque échappé d'un chalet suisse, des lettres de bois écrivent un nom qui est une promesse, Zingaro. Vous allez entrer dans une grande cour. On y devine un bâtiment un peu massif, un peu plus loin, sur la droite. Avant de continuer, on vous invite à aller boire un coup dans un grand caravansérail de bois. Dans cette salle ronde, au ton chaud et au tapis profond, il y a 2 bars, de grandes tables où vous vous mélangez à d'autres spectateurs. Le vin chaud y est bon et les rires souvent sonores. On y entend des humains piaffer d'impatience. Et puis c'est l'heure. Il y a des gens à la voix forte qui vous invitent à avancer. La nuit est tombée, le spectacle va commencer, l'aventure aussi. À la lumière des flambeaux, vous allez entamer une procession jusqu'à une basilique en bois de pin. On dirait une église russe, une vieille grange à foin savoyarde ou un relais de poste d'Europe centrale. En tout cas, vous êtes ailleurs. On entre dans ces bâtiments par des escaliers assez secs. Vous voilà dans une mezzanine qui surplombe les écuries. D'en haut, vous entendez les chevaux, vous les sentez. Il y a une odeur de sueur, de purin et de force. Vous sentez aussi leurs mouvements. D'un coup, le silence se fait. La procession avance, vous voilà arrivé sous le dôme central. Un parfum d'encens et de terre sèche flotte dans l'obscurité du théâtre circulaire, au centre duquel s'étend une piste de 16 mètres de diamètre. Les gradins de cirque sont disposés autour de cet hôtel éclairé. Vous pouvez vous installer, là, ici, dans ce palais équestre. Ici, les chevaux précèdent les hommes et les hommes écoutent les chevaux, c'est une philosophie. Vous allez voir un spectacle unique au monde, un art inventé par le maître des lieux. Il est écuyer d'exception, pionnier d'une expression inédite qui conjugue art équestre, musique, danse et comédie. Il l'a inventé, il l'a mise en scène, c'est une nouvelle forme de spectacle vivant. Ça s'appelle le théâtre équestre. Depuis 1984, il est à la tête d'une tribu de faiseurs d'éphémères, composée d'une 50aine d'artistes. Il y a les 5 cavaliers et cavalières et les 45 chevaux qui composent Zingaro, l'une des compagnies les plus prestigieuses du monde. En 2003, il a créé aussi l'Académie du spectacle équestre de Versailles pour former d'autres écuyers et écuyères et d'autres artistes à cette forme unique d'expression. Il est notre invité ce soir, cet écuyer, saltimbanque, poète, réalisateur, metteur en scène, écrivain, artiste et enseignant, c'est Barthabas. Bonsoir Barthabas. Bonsoir. Alors chers élèves, moi je vous avoue que je suis extrêmement content d'être ici et de parler avec Barthabas, mais n'oubliez pas que vous faites partie de cette conversation et que vous pouvez poser des questions à Barthabas directement dans le chat. Je serai votre voix pour ce soir. Barthabas, en écrivant votre présentation, j'ai fait très attention à omettre un mot que vous n'aimez pas. C'est celui de créateur. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas le mot créateur ? Oh, c'est pas que je l'aime pas, c'est que pour moi c'est un mot très vaste quoi, qui couvre beaucoup de choses. Quoi. Quelqu'un qui dessine une brosse à dents est un créateur. Voilà, donc moi je me considère plutôt comme un artisan. Enfin, pour moi le spectacle vivant,
c'est quelque chose de non seulement d'éphémère, mais d'instantané. Donc le mot créateur, je m'en méfie un petit peu, parce qu'il, pour moi, il symbolise aussi un peu la récupération de l'artiste par l'argent, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'artiste devient saint, il crée quelque chose de positif qui va générer des revenus. Et je pense que c'est pas ça la vraie définition de l'artiste au départ, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui est difficilement, si on pousse le bouchon un peu loin, qui est difficilement compatible avec la société même, je veux dire. C'est-à-dire que je pense que tout artiste honnête avec lui-même, être artiste, ça procède d'un malaise au départ, ça procède d'une envie profonde d'exprimer quelque chose, mais peut-être l'artiste, en tout cas dans mon cas, dans le spectacle vivant, n'est qu'un vecteur, il reçoit quelque chose, il le retransmet. Donc à ce titre-là, je ne sais pas si c'est un créateur, c'est un bien grand mot. C'est un faiseur d'éphémère, c'est ça? C'est un artisan qui va créer ce moment partagé qui disparaît? Oui, bah, vous savez, enfin, pour moi, le théâtre est un art sacré dans la mesure où, pas dans le côté religieux du terme, mais dans le côté communion du terme. On est là pour communier ensemble dans un moment précis. Là, vous avez un peu décrit l'arrivée, par exemple, au théâtre Zingaro. C'est des choses que je soigne beaucoup parce que j'appelle ça laver le spectateur. Il arrive avec sa journée de boulot, ses problèmes, et il faut qu'il soit prêt à recevoir, à communier avec nous, quoi. Donc il y a tout un processus, un peu comme dans une cérémonie, qui n'a comme but en fait de te préparer à recevoir quelque chose ou partager quelque chose. Donc c'est tout, j'allais dire, c'est tout simple, c'est concret pour moi, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas un objet. C'est un non, peu plus. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que le mot créateur, je m'en méfie un petit peu parce que bon. Non seulement pour vous le créateur n'est pas le mot qui vous définit, mais vous dites souvent d'ailleurs que le théâtre, cet éphémère que vous venez de nous décrire, c'est la dernière grande aventure humaine. Oui, bah, pour moi en tout cas, parce que pour moi le théâtre c'est la troupe. C'est d'abord des gens qui se sont choisis et des chevaux qu'on a choisis, c'est pas eux qui nous ont choisis, ceux-là par contre, et qui font partie d'une communauté, d'un groupe, et ensemble on va faire quelque chose. Et quand je dis quelque chose, ce n'est pas que l'acte artistique, même si c'est le moteur principal. C'est-à-dire c'est pour moi, ça va au-delà, pour moi je dis souvent, Zingaro, c'est presque un mode de vie, c'est une proposition, c'est en ça qu'il est profondément politique. C'est-à-dire c'est pas tellement dans le contenu des spectacles, quoique, mais c'est surtout dans le fait même d'exister, j'allais dire. C'est-à-dire dans la société d'aujourd'hui, montrer que 30, 40 personnes comme ça, sans faire aucune concession au monde de l'argent, peuvent arriver juste par leur travail à exister, à faire le tour du monde. Pour moi, c'est ce qui me maintient c'est ce qui me maintient en vie, quoi. Donc en ça, c'est un acte politique et social d'exister ensemble, quoi. Cette notion-là, pour moi, c'est-à-dire que le théâtre, c'est la troupe. Pour moi, c'est pas une individualité. Et c'est une notion qui est fondamentale parce que, encore une fois, c'est un artisanat que l'on partage ensemble. Et cette notion-là est fondamentale parce que le spectacle vivant, pour moi, est très différent pour ça, quand on qualifie d'artiste et qu'on met tout dans le même sac, pour moi, je pense que les problématiques d'un écrivain, d'un peintre, d'un sculpteur, d'un plasticien ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'un metteur en scène de spectacle vivant, parce que nous n'existons que pendant 1h30 devant les gens. Pendant 1h30, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est la leçon que j'ai appris en commençant dans la rue, quoi. Tu peux être génial, si tu ne fais pas quelque chose pour te vendre, pour arrêter les gens, eh ben, ils passent et ils ne te donnent rien, et donc tu ne peux pas survivre, quoi. Alors que, bon, ce n'est pas les exemples qui manquent de peintres qui sont morts dans la misère, et maintenant on vend, c'en est même scandaleux, quoi, on vend leurs œuvres des millions. Voilà, donc là, il y a une question tout d'un coup, c'est positif, c'est récupéré par l'argent. Le théâtre ne sera jamais récupéré parce qu'il ne génère pas assez, tout simplement parce qu'il ne gère pas assez. Il n'y a pas d'argent, quoi. Voilà, puis même si tu remplis 2000 places tous les soirs, ça reste rien par rapport maintenant à la mondialisation de la culture, quoi. Donc on va dire qu'il n'attire pas l'argent, on pourrait dire ça comme ça, quoi. Donc quelque part, il est protégé. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être la dernière aventure humaine à partager ensemble, quoi. Enfin, pour moi, c'est une notion très claire et qui est sans compromis. C'est pour ça que j'ai un peu une réputation. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, je ne fais aucune concession à ce que j'appelle le monde de l'argent. Et c'est très important pour moi, parce que j'ai pu voir dans d'autres disciplines, par exemple le cinéma, si on prend l'exemple du cinéma, qui pour moi rentre dans la catégorie un peu du peintre et du sculpteur. C'est-à-dire qu'on produit une œuvre qui existe. Voilà, des gens font un effort collectif pour produire un objet qui d'abord ne leur appartient plus. Ça, c'est important. C'est-à-dire que d'où le rapport à l'argent très particulier au cinéma.
C'est-à-dire que chacun veut se vendre au maximum parce qu'il dit quelqu'un va tirer un bénéfice de mon travail. Alors que le théâtre, la troupe, enfin tel que je conçois mon travail, c'est un collectif qui crée, j'emploie le mot exprès, voilà, et qui représente et qui exploite aussi. Donc on voit tous les jours, tous les soirs, les problèmes, ça marche pas. Tout le monde participe à l'aventure d'un bout à l'autre d'un spectacle, de la vie d'un spectacle. Donc ça crée déjà un rapport humain très différent dans le rapport au travail, quoi. Ça, c'est assez intéressant. Et puis, comment dire, dans le cinéma, moi je vais vous donner juste 2 exemples très simples qui me questionnent. Il y a 30 ans, pour un comédien, faire de la pub à la télé ou autre, c'était pas une qualité, on s'en cachait un petit peu. C'était vraiment les gens qui avaient besoin de pognon en plus, ils faisaient de la pub, et on se moquait un peu d'eux, quoi. Au jour d'aujourd'hui, tout acteur ou actrice qui n'est pas égérie d'une grande marque ou qui ne fait pas de la publicité, non seulement c'est bien vu, mais il est même rejeté, quoi. C'est-à-dire que c'est une marque de qualité d'être l'égérie d'une grande marque, quoi. C'est ce que j'appelle la récupération de l'artiste par l'argent, quoi. Donc ça, c'est des notions qui sont pour moi assez importantes, quoi. Et d'ailleurs, chez vous, cet engagement, cette éthique, elle s'incarne aussi par un vrai mode de vie. Vous vivez en tribu, vous avez très 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 longtemps vécu en caravane tous ensemble, c'est-à-dire qu'il faut matérialiser tout le temps ce collectif. Oui, puis il faut avoir l'humilité. Enfin, vous savez, on peut voir la chose de deux côtés. Moi, j'estime toujours que j'ai la chance de vivre de ma passion. Voilà, j'en vis bien, normalement, mais je sais que je ne m'enrichirai jamais à millions, quoi. Voilà, c'est-à-dire que on reste à notre échelle, et savoir rester à son échelle, c'est-à-dire avec son mode de création, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. Et surtout quand le succès arrive. C'est-à-dire que ne pas céder à trop de demandes, ce que j'appelle le succès, c'est-à-dire, voilà, moi, il y a une époque de ma vie, par exemple, on a proposé, j'aurais pu devenir le Cirque du Soleil. On m'a dit, voilà, votre idée de cabaret, c'est génial, faites-en un au Japon, faites-en un à New York, faites-en un... Voilà. J'ai dit, non, moi, pour moi, la recherche est fondamentale. Chaque spectacle est une remise en question de mon travail, un questionnement sur mon rapport aux chevaux, par exemple, enfin, notre rapport aux chevaux, d'ailleurs, dans la compagnie, de chaque humain par rapport à chaque cheval. Et donc, c'est quelque chose qui évolue, quoi. Donc, c'est le fruit d'une recherche. Ce n'est pas reproduire un schéma qui fonctionne et qui génère un bénéfice, quoi. Donc, pour moi, c'est protéger ça, c'est un luxe. C'est-à-dire arriver à trouver le rythme qu'il me faut, pouvoir imposer mon rythme de création. C'est une création tous les 2 ans et demi, 3 ans, qui a été imposée par les chevaux, hein. C'est pas moi qui l'ai choisi. Je ne sais pas si je serais capable de faire un nouveau spectacle tous les 6 mois, comme certains chorégraphes. Non, moi j'ai besoin de 6 mois de répétition, plus 2 ans et demi d'exploitation, pour une simple raison, c'est qu'on s'est endetté pendant 6 mois, on n'a pas eu de recettes. C'est toujours, tout ça, c'est très concret, hein, voilà, le rapport à l'argent, à la réalité, pour moi, est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas d'un côté l'artiste qui s'en fout et qui dit « mon administrateur gérera ça, qui se démerde, ça coûte. Je ne veux pas savoir ce que ça coûte ». Non, quand on a une compagnie, voilà, on ne doit pas faire de compromis sur ce qu'on a envie de dire, mais on doit s'arranger pour pouvoir le dire correctement, quoi. Et est-ce qu'on est encore libre à ce moment-là? Sans partir dans l'esthétique de la vie de bohème et de la caravane, mais vous vivez de votre passion, vous avez renoncé à des contrats. Je sais qu'on vous a proposé de vous installer à Las Vegas. Quel intérêt. Comment vous vivez cet équilibre entre l'engagement total, l'acte d'artiste? Vous êtes aussi patron, j'allais dire responsable d'une entreprise culturelle, de techniciens, des chevaux. Comment vous vivez cette situation, cet équilibre? Pour moi, vous venez de le dire, c'est un équilibre. Je ne suis pas sûr que je supporterais de ne faire que des mises en scène, que l'étape de la recherche, de la création, où tout d'un coup on ne voit plus de public, on s'enferme entre nous, on travaille, c'est passionnant, mais bon, au bout de 6 mois, on est content de retrouver le public, quoi. Quand on a joué 4 mois à Aubervilliers dans notre théâtre, on est content de partir faire le tour du monde. Et quand on a beaucoup tourné, on est content de retourner. Voilà. Donc tout ça, c'est un équilibre, c'est un cycle. Enfin, en tout cas, moi, je me suis habitué à le vivre comme ça, et chaque étape est importante. Donc voilà, pour moi, comme je l'ai dit, le rapport à l'argent, le rapport à la technique, ce ne sont que des contraintes qui font partie de l'acte créatif. Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artiste sans contrainte.
C'est comme ça aussi que vous avez approché les... Parce qu'il y a la mise en scène, il y a le travail avec les chevaux, mais vous réalisez aussi intégralement la captation de vos spectacles. Donc vous êtes autant réalisateur de cinéma que metteur en scène. Vous avez écrit des livres. À chaque fois, c'est la même approche, c'est de se dire j'ai un propos, voyons comment il s'organise. Non, là, tout ça, c'est très différent. Le rapport au cinéma, ça m'a toujours passionné. C'était ma deuxième passion, on va dire, depuis tout jeune. Bon, voilà, j'y ai touché un petit peu. C'est un monde qui ne me séduit pas forcément dans la manière de travailler. Mais enfin, je l'ai abordé comme j'aborde le théâtre, c'est-à-dire avec l'énergie, quoi. Mais j'ai aussi fait l'effort de capter tous mes spectacles pour une autre raison, parce que nos créations sont complètement éphémères, hein, c'est le propre du théâtre. Nous, en plus, on n'a pas de texte, et chaque spectacle est écrit pour les gens de ma compagnie et les chevaux, et souvent les chevaux disparaissent avant nous, quoi. Donc mes spectacles ne peuvent pas être... j'ai pas de répertoire, ils ne peuvent pas être repris, comme beaucoup de chorégraphes qui peuvent reprendre des créations qu'ils ont fait il y a 15-20 ans pour les montrer à une autre génération. Donc moi, ils disparaissent pour toujours, ils n'existent plus que dans la mémoire des gens qui l'ont vu, quoi. Donc j'ai essayé de répondre un petit peu à ça en me frottant à la notion de ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot d'ailleurs, captation, c'est-à-dire de comment arriver à essayer de rendre par l'image, de laisser une trace du spectacle vivant. Je pense que c'est très très difficile. Moi, j'ai vraiment abordé le problème de front, comme tout ce que je fais, c'est-à-dire que depuis le premier jour, j'ai réalisé moi-même tous mes spectacles pour une simple raison, c'est que pour moi, l'auteur d'un film, c'est l'auteur d'un parti pris. Voilà. Donc l'auteur du spectacle vivant n'a pas forcément le même parti pris. Donc un vrai réalisateur qui veut filmer un spectacle doit pouvoir avoir l'initiative de pouvoir dire moi j'ai envie de filmer que les pieds de ce danseur-là pendant un quart d'heure s'il veut, puisque si c'est son point de vue. Bon, évidemment, l'auteur, lui, de la chorégraphie, va peut-être pas être tout à fait d'accord, quoi. Donc l'intérêt déjà de le faire soi-même, c'est que tu es ton propre auteur, donc voilà, c'est toi qui fais ce choix. Mais on sait très bien que le spectacle vivant, chaque spectateur est son propre réalisateur. C'est-à-dire que même si tu l'as dirigé son regard ou son émotion par la lumière, par la mise en scène, il est libre de son choix, de faire ses gros plans, de choisir ce qu'il veut, quoi. Donc... mais en plus, dans le théâtre de texte, c'est un peu plus facile à filmer parce qu'il y a quand même le rapport du chant contre chant, le rapport au texte. Bon. Mais mes spectacles sont pratiquement infilmables parce qu'il y a tellement de critères qui jouent en jeu, le mouvement, l'odeur, bon, évidemment le son, la présence, tout ça c'est très difficile. En plus sur un cercle, donc il y a la notion le spectateur d'en face fait partie du décor, il fait partie de... Voilà, c'est une communion vraiment avec les spectateurs. Donc c'est très difficile à rendre par l'image. Mais enfin, je m'y suis confronté, j'ai essayé du mieux que je pouvais d'en faire de laisser une trace. Mais enfin, ça n'enlèvera pas le fait que mon travail est un travail éphémère et que donc notre philosophie de travail est toujours... vers l'avant, quoi. C'est-à-dire que si vous me dites quel est votre spectacle préféré, je vous dirais c'est celui qu'on fait en ce moment, parce que c'est celui qui nous représente en ce moment. Je n'ai pas de raison d'avoir de la nostalgie pour un spectacle que j'ai fait il y a 15 ans ou il y a 20 ans, voilà, parce que pour moi, il ne représente plus le rapport que j'avais avec les chevaux. Heureusement pour moi, je n'ai pas le même rapport avec les chevaux que j'avais à 20 ans, sinon ça serait grave, quoi. Vous dites d'ailleurs que vos spectacles ne sont pas complètement des œuvres, au sens où elles ne sont pas closes, terminées, justement comme un objet, et pourtant ce ne sont pas vraiment des simples distractions. Vous employez là à l'instant, vous parlez de communion, de partage, d'éphémère. Comment est-ce que vous les décririez? C'est très spirituel au fond, c'est un moment un peu mystique. Oui, il y a plein de notions, qui jouent. Alors il y a plein de points de vue qui se mélangent. C'est-à-dire que par exemple Pasolini disait que la culture, c'est la résistance au divertissement. Je suis d'accord. Mais en même temps, quand tu es dans le spectacle vivant, encore une fois, tu ne peux pas te permettre de créer l'indifférence. C'est-à-dire tu peux ne pas être compris de tes pairs quand tu écris un livre, même quand tu fais un film, même si économiquement c'est plus dur d'exister, ou quand en tout cas tu peins un tableau, ou que tu crées une œuvre fixe, parce qu'elle existe, elle est fixe, et c'est le public, voilà, où les générations, voire les époques, vont se confronter à cette œuvre. Le spectacle vivant, il faut être beaucoup plus humble. Voilà, vous n'existez que pendant 1h30. Donc ça ne veut pas dire que vous devez plaire à tout prix. Si vous avez envie de provoquer et que les gens cassent les chaises, eh bien, très bien. Mais il doit se passer quelque chose, quoi. C'est-à-dire que l'indifférence, l'incompréhension n'est pas tolérable et surtout est de ta faute.
C'est-à-dire que moi, si quelqu'un sort d'un spectacle et me dit « je me suis fait chier, j'ai rien compris, je me suis emmerdé », je ne vais pas dire « toi, t'es un con, moi, je suis un génie, t'as rien compris ». Je vais m'interroger, je vais dire « j'ai un problème ». C'est-à-dire pourquoi je me suis fait pas, pourquoi je me le suis pas mis dans la poche, on va dire même comme ça. C'est-à-dire que je ne change pas mon propos. Et ça répond à la grande notion qui est du... Moi, je suis contre la séparation théâtre populaire, œuvre populaire et œuvre d'avant-garde. Non, 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 il y a les œuvres fortes qui doivent plaire à tous les publics, où il n'y a pas besoin d'un missel pour comprendre. Je veux dire, voilà, alors on ne va pas forcément y rentrer chacun va y rentrer par sa porte. Moi, mes œuvres, quand je fais des spectacles, j'essaye que tout le monde puisse y rentrer. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir y rentrer avec ses clés d'enfant, le passionné de chevaux va y rentrer par le passionné de danse par sa porte, le passionné de la musique par sa... voilà, je fais un spectacle sur la culture tibétaine. Bon, bah, les bouddhistes ils vont comprendre des choses que ne vont pas comprendre les autres. Mais peu importe, l'important c'est que tout le monde rentre dans mon propos et d'être assez malin pour que chacun puisse trouver sa porte. Voilà. Ça, c'est mon boulot. Mais c'est très technique. C'est comme un boulanger, s'il oublie de mettre du sel dans son pain, il va dire ton pain il n'est pas bon, il passe à l'hiver. Moi, mais voilà, le spectacle c'est ça, c'est-à-dire que tu ne changes pas ton propos, tu ne dis pas je vais faire de la merde pour plaire à tout le monde, non, tu dis j'ai envie de dire ça, c'est quelque chose que j'ai en moi, maintenant je vais m'arranger pour que ce soit compris, que ce soit accepté et pour les faire rentrer dans mon jeu, quoi. C'est ce que j'appelle la mise en scène pour moi. Alors ça va au niveau du contenu, ça va au niveau du rythme du spectacle. Les spectacles sont composés un peu comme des partitions de musique, c'est-à-dire des alternances de moments, j'allais dire plus entre guillemets difficiles, qui demandent plus d'attention avec des choses plus faciles, voilà, des temps longs, des temps courts, trouver le temps juste qu'il faut à une image pour s'imposer. C'est pour moi la définition de la mise en scène. Et donc c'est aussi une forme d'éducation du public, parce que oui. On ne sait pas encore, et on va y aller, aller un peu plus en avant dans le détail de vos créations, ou de vos spectacles, pardon, mais effectivement, parfois il y a des aspects qui sont un peu ardus. Vous choisissez des musiciens de traditions très éloignées, il y a parfois des tableaux qui sont extrêmement spirituels ou très forts. C'est-à-dire qu'il faut éduquer le spectateur en même temps que vous allez à sa rencontre ? Déjà, c'est l'histoire de Zingaro, parce que voilà, Zingaro, c'est quand même, il faut revenir au départ, c'est quand même une bande de 5-6 personnes, voilà, qui, si je devais la résumer très vite, avaient décidé de ne pas apprendre leur métier à l'école, mais de partir sur les routes et d'apprendre en faisant. En gros, quoi, c'est, comme je sais que je m'adresse à des élèves de Sciences Po, voilà, donc c'est un rapport d'autodidacte, on va dire, C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait d'école de théâtre, j'ai jamais fait d'école de cinéma, j'ai jamais fait aucune école, en fait, l'école de la vie, je veux dire. Mais par contre, j'ai cette curiosité, cette capacité de capter quelque chose, mais d'apprendre les choses j'allais dire, de manière sensitive, pas de manière savante. C'est assez important. C'est-à-dire que Zingaro, ça veut dire Zigan, c'était une manière de décliner que c'était un théâtre ouvert sur le monde, sur les cultures du monde, quoi. Voilà. Et or, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que je me suis toujours demandé pourquoi moi, un petit gars de Courbevoie, je vais pleurer en écoutant un chanteur du Rajasthan, du fin fond du désert, dont je ne connais ni la langue, ni la culture, ni la tradition, ni la religion. Et pourtant, ça me touche. Pourquoi ? Ça, c'est des choses qui m'ont toujours questionné. Il y a quelque chose, et surtout dans la musique d'ailleurs, il y a quelque chose qui est au-delà j'allais dire même au-delà de la culture, quoi. C'est-à-dire qui touche profondément l'être humain, quelle que soit sa culture, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion, qui est au-delà de tout ça, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est le fond le primaire. Et dans le rapport au cheval, c'est un peu la même chose, quoi. Une espèce de fascination pour l'animal qui ne s'explique pas et dans lequel tu vas chercher des choses très profondes et en fait très universelles. On y reviendra peut-être plus tard, quoi. Donc voilà, donc ça, une fois que ça c'est dit, tu es face à des cultures et tu dois te mettre dans la place du spectateur. C'est-à-dire tu dis voilà, moi ça me touche, donc je vais rentrer dans ce thème-là avec mon inculture. C'est-à-dire avec ma curiosité simple et mon bagage culturel, moi, de petit français, je veux dire, et de dire, tiens, bah voilà, pourquoi ça me touche, en quoi ça me touche, et en partant du principe que le spectateur est comme moi, il n'en sait pas plus, quoi. Donc ça, c'est un peu se mettre au niveau, j'allais dire, du spectateur dans la manière dont tu vas avoir ton rendu. Je ne sais pas si je suis bien clair, quoi. Parce que bon, tu t'adresses quand même à une technique équestre, une technique musicale, une technique de mise en scène, voilà. Mais tout ça, il faut que ça, d'un côté, que ça séduise et que ça emmène le spectateur là où tu veux l'emmener.
Donc voilà, c'est quelque chose d'assez... je ne sais pas si je suis bien clair, mais pour moi, c'est un processus qui est bêtement technique. Hein. C'est pas du tout C'est une rencontre orchestrée, elle est pensée. Elle est pensée, elle est corrigée même au fur et à mesure. Voilà, bien sûr. Oui. Et alors, vous nous disiez, à l'instant, vous êtes partis à quelques-uns sur les routes. C'était le théâtre de l'Emporté, c'était un théâtre de contact, un théâtre de rue. Tout ça vient fondamentalement de là, en fait. Mais est-ce que, à cette époque-là, je précise, votre père était architecte, votre mère médecin du travail, et après un bac obtenu un peu à l'arrache, on a le droit de se le dire, vous partez. Vous choisissez... D'abord, j'ai fait une journée d'université quand même à Nanterre, l'inscription et une demi-journée pour avoir la couverture sociale. C'est important. Voilà. Et ensuite, vous vous lancez dans ce théâtre, dans ce compagnonnage de vie. Voilà, enfin, j'avais surtout une envie de vivre une aventure, quoi. Et puis très vite est arrivée la notion d'aller chercher le public. C'est-à-dire de passer au-delà des... Ça m'est toujours resté. Hein. C'est pour ça que j'ai une réputation un peu... Je me méfie des milieux, de tous les milieux. C'est-à-dire que... moi, ce qui m'intéressait, c'était la confrontation directe avec le public. Quoi, de passer... Alors après, plus tu avances, d'ailleurs en âge, c'est intéressant parce que on te le fait payer d'une certaine manière, quoi. Alors, Zingaro, c'est reconnu, bien sûr, dans l'international, tout ça, mais quelque part, je n'ai pas de père. C'est-à-dire que tu n'as pas de clan, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de... Donc c'est quelque chose qui fait ta force quelque part aussi, mais parfois aussi ta faiblesse. C'est-à-dire que voilà, quand tu es dans des moments de doute, tu te dis quand même, j'aimerais bien croiser d'autres, tu vois. Donc c'est assez particulier, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure. On dit que j'ai créé une forme de spectacle. Bon, c'est un bien grand mot, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, j'ai choisi une voie, ouvert une voie qui ne s'appuyait pas sur une convention d'école ou une convention de mouvement, on va dire. Quoi. Comme on dit, il y a des mouvements artistiques, voilà, que ce soit dans la peinture ou dans le... Donc oui, ça c'est assez... Mais à l'origine, c'était juste aller au contact du public. Donc aller dans la rue, c'est là où il y a les gens, voilà, et d'apprendre un peu... Alors d'abord sans chevaux, et ensuite avec des chevaux. Enfin, j'ai commencé par les chevaux plus jeunes dans le sport. Hein. Ça, et j'ai ramené les chevaux à la notion théâtrale quelques années plus tard, quoi, parce que ça me manquait beaucoup comme mode d'expression. Et puis je pense que les chevaux m'ont aidé à exister, à me présenter devant le public. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage. Voilà, les chevaux m'ont servi Je me suis caché derrière les chevaux pendant longtemps et encore maintenant, quoi. C'est-à-dire, les chevaux le rapport au cheval est devenu mon mode d'expression, quoi. Comment est né justement ce mouvement que vous venez de dire, cette nouvelle forme d'expression? Parce que il n'y avait pas d'école, c'est pas du cirque. C'est vraiment pas du club hippique. C'est quoi le théâtre équestre? C'est parti d'un a priori assez simple. Enfin, il y a eu cette première aventure, ça c'est assez intéressant, qui s'appelait le Cirque à Ligre, qui était un peu comme un groupe de rock. Il y avait moi avec 3 chevaux, il y avait un dresseur de rats, un funambule, une trapéziste, un acrobate et un jongleur. Voilà. Et on a fait ce qu'on appelait le Cirque à Ligre, qui était une espèce de cirque du baron d'Aligre, exactement. C'était inventé un ancêtre, parce qu'on était tous fils de bourgeois, personne n'était de famille de cirque, et on a fait ce qu'on appelait une provocation amoureuse, qui était un spectacle assez violent, mais quand on rentrait dans le jeu, très drôle, très poétique en fait, quoi. Et on a fait un spectacle génial. On n'a jamais pu incorporer un 6e d'ailleurs, c'est comme un groupe de rock. Quand tu commences quelque chose, tu rajoutes un élément, il a toujours l'air d'être une pièce rapportée, quoi. Et très vite, on n'a pas pu faire 2 spectacles. On s'est engueulé, ça a explosé avant que ça joue à Paris. Ça commençait à être ça a beaucoup influencé d'ailleurs une certaine partie du théâtre, les comédiens, la Furia del Boss. Tout ça, c'est des gens qui ont été inspirés par le Cirque à Ligre il y a très très longtemps. Et donc, j'en ai tiré un peu la leçon. J'ai dit, voilà, c'était 5 jeunes, on s'est éclatés, on a vécu des aventures extraordinaires sur les routes, vraiment des aventures, quoi. Mais en fait, au niveau créatif, on n'avait pas grand-chose à partager, si ce n'est que l'envie de vivre ensemble. C'est-à-dire que moi, dans mon travail quotidien avec les chevaux, je ne partageais rien avec le trapéziste, avec le jongleur. C'est là où je dis que le cirque n'est pas un art majeur, c'est une accumulation de disciplines différentes. Et donc, tout de suite m'est venue l'idée de dire, attendez, si je veux en faire ma vie,
fonder vraiment une troupe, ça doit être autour de l'art équestre, quoi. Pour moi, l'art équestre est un art majeur, pour autant que le spectacle vivant soit un art majeur, ça c'est une autre chose, mais enfin au même titre que la danse et le théâtre, on va dire, quoi. C'est-à-dire, d'ailleurs, les premiers traités d'équitation datent de Xénophon, des Grecs, c'est quelque chose d'assez ancien, quoi. Et moi, j'ai toujours posé comme a priori que dans le rapport au cheval, on construit un dialogue, on construit un vocabulaire avec le cheval, une approche, et le cheval vous renvoie votre propre image, comme un miroir, quoi. Et donc, en ça, parler de la relation de l'homme et du cheval, c'est parler de la relation des hommes entre eux. Je ne sais pas si je suis bien clair. C'est-à-dire la manière dont vous vous comportez avec le cheval, c'est la manière dont vous allez vous comporter avec autrui. À travers ça, tu vas parler de problèmes qui vont dépasser complètement le cadre de la performance équestre, si on veut, quoi. C'est-à-dire que vous parlez du rapport des hommes entre eux, d'ailleurs à travers le rapport à l'animal aussi, qui est important, mais le rapport aux chevaux est encore quelque chose de très particulier, parce que voilà, bon, il faudrait des heures pour raconter tout ça, mais ce que vous partagez avec les chevaux n'est pas comparable à ce que vous pouvez partager avec le dressage d'un animal, le cirque, où voilà, tu es un caniche, tu montes sur un tabouret, tu as un sucre, si tu es un éléphant, tu as une feuille de salade, et si tu es un tigre, tu as un bout de viande. Non, avec les chevaux, vous ne travaillez pas sur apprendre un mouvement, vous travaillez sur la qualité du geste. C'est comme un danseur, c'est pas juste apprendre à lever la jambe, c'est apprendre à chorégraphier et à exprimer de l'émotion dans le mouvement, quoi. Voilà, c'est à ce niveau-là que se situe le travail, quoi. Donc là, tout d'un coup, ça s'adresse à autre chose, quoi. On travaille sur la relation de l'émotion, la relation de l'écoute, déjà, quoi. Voilà, et donc, oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais vous allez voir, on va pouvoir se dire encore beaucoup de choses, mais à ce stade de la conversation, alors que vous parlez justement de cette qualité du geste, je pense qu'il est important que celles et ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore eu l'immense privilège, et si ce n'est l'énorme kiff, d'aller voir un des spectacles de Zingaro, et bien que vous puissiez avoir une idée de l'émotion que peut être la confrontation avec le théâtre équestre. Vous avez donc sélectionné quelques scènes issues de différents spectacles. Je ne l'ai pas fait pour ça, hein, parce que vous m'aviez demandé de quel était le rapport à la création. Vous allez voir, on va y arriver. Donc, mais ça va nous servir à la fois d'illustration et d'explication. Je vous propose... Je vais vous le commenter avant, peut-être. Comme ça, vous allez le regarder d'une autre manière. Alors, allez-y, parce qu'on va les regarder tout de suite. C'était juste pour vous dire qu'on m'avait interrogé là-dessus. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, chez nous, tout part du cheval. C'est-à-dire même après tant d'années, voilà, il faut bien comprendre que donc Zingaro est une compagnie qui est mi-homme, mi-chevaux, hein, donc les chevaux ne sont pas engagés pour un spectacle et les comédiens non plus, hein, les cavaliers non plus. C'est-à-dire c'est pas comme au théâtre ou au cinéma où on engage un comédien pour remplir un rôle. Là, vous rentrez à Zingaro comme vous rentrez dans une compagnie de danse et vous y restez 10 ans, 20 ans, 30 ans selon ce que la vie... Sans audition d'ailleurs. Oui, ça on verra. On vient vous voir. Et donc voilà. Et donc moi, donc c'est des gens qui donnent leur vie, leur travail pour la compagnie Zingaro, quoi. Comme moi. C'est pour ça que je m'appelle Barsabas, qui n'est évidemment pas mon vrai nom. On va y revenir. C'est une manière de dire voilà, c'est ce que je rends à Zingaro. Et moi, mon boulot en tant qu'auteur, c'est de créer des spectacles pour les gens et les chevaux qui sont là. Voilà, je ne parle pas d'une page blanche, je parle de ces gens-là et des chevaux-là. Et surtout des chevaux. Et à chaque création, je dis toujours aux gens, on revient à même s'il y a un thème de départ de réflexion, un questionnement toujours, à l'origine d'une création, d'un spectacle, il y a toujours, je dis, maintenant on revient dans notre rapport aux chevaux. On réinterroge nos chevaux, qui sont les mêmes depuis... Alors là, je prends l'exemple, vous allez voir le cheval qui s'appelle Zingaro, qui est le premier cheval que j'ai eu à la compagnie, donc qui a donné son nom à la compagnie, qui est mort à l'âge de 17 ans, donc il est arrivé à l'âge d'1 an, il a passé 16 années à Zingaro, il est mort à New York, d'ailleurs accidentellement, de colique. Et ce qui était intéressant dans ce cheval, c'est que c'est un cheval que je n'ai jamais monté, que j'ai toujours présenté en liberté. Donc il était dans un rapport de complice, comme ça. Alors vous allez le voir dans 3 étapes, il y en a eu 14, mais il y a 3 spectacles différents. Un des tout premiers, le cabaret équestre, qui est dans un rapport très violent, très provocateur, comme ça, avec un rapport dominé-dominant, avec l'animal taureau, un peu, voilà. Un deuxième qui est beaucoup plus paisible, mais toujours avec le même cheval, qui a été interrogé autour d'un spectacle qui était sur la culture indienne, hein, qui s'appelait Chimère, donc qui était une manière de réinterroger encore le même cheval. Et le dernier tableau, qui est le dernier spectacle qu'il a fait avant de mourir, qui est Éclipse, où le cheval, vous allez voir, est seul sur scène, quoi.
Alors, ce qui est amusant là-dedans, dans l'histoire, c'est que je raconte cette anecdote, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est donc on en est à ce cheval-là, j'avais déjà depuis 15 ans, c'était un vieux complice, comme un vieux partenaire à qui j'avais fait plusieurs milliers de représentations. Et on était sur la création des clips, ces répétitions, et je m'interrogeais sur savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce cheval, dans le cadre de ce thème qui était noir et blanc, l'Asie. Enfin. Et j'étais comme ça un peu songeur, je lâche le cheval dans le manège en liberté, et il fait ce que font tous les chevaux, il s'ébroue un peu, il gratte, il se roule, tous les chevaux font ça, hein. Et au lieu de se relever, il se relève qu'à moitié, il reste assis. Et là, il me regarde pendant 5 minutes, quoi, assis. Et là, tout d'un coup, je lui dis, mais le cheval est en train de me montrer, voilà, si j'arrivais à lui faire ça à distance tout seul, alors là, après, j'ai imaginé dans la neige, mis en scène avec avant les cavaliers qui viennent gratter, qui font le même mouvement, on se demande ce que c'est, et le cheval vient le faire tout seul après. Donc c'est le cheval qui m'a montré qui m'a plus qu'inspiré, il m'a carrément, comme un acteur qui ferait une improvisation, il dit tiens, ça te plaît, ah, c'est une bonne idée. Il vous a guidé, tiens, presque. Voilà, exactement, quoi. Alors, c'est pas magique, hein. C'est pour ça que j'ai voulu montrer ces 3 trucs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à la fin de chaque tableau, au fur et à mesure des années, ça se terminait toujours par le cheval assis, j'allais entre ses jambes, ou dans l'eau, je m'asseyais en face de lui. Donc c'est pas magique, le cheval a compris au bout d'un moment, il s'est dit tiens, il a envie que je m'assoie, ben, je vais m'asseoir. C'est pour dire que c'est pas quelque chose d'extra. Mais c'est le fruit donc d'une collaboration de plusieurs années où le cheval en est amené à me proposer carrément la séquence. Quoi. Et voilà. Je vous propose de voir donc ces 3 séquences proposées par Zingaro, adaptées par Bartabas. Vous allez voir, c'est beau, bon voyage.
Si ça ne tenait qu'à moi, je pense que nous nous arrêterions là, mais j'ai plein de questions encore à vous poser, les élèves aussi. On voit bien dans l'évolution notamment de ces spectacles, puisqu'ils sont là présentés un peu chronologiquement, l'évolution aussi de ce théâtre équestre, des différentes formes que vous êtes allés chercher, que vous avez créées. J'ai une question d'un ou d'une des élèves qui nous regarde justement. En fonction de cette évolution, comment envisagez-vous votre rapport aux chevaux aujourd'hui? Comment est-ce qu'il a évolué depuis les tout débuts? Oula, il a évolué... Celle-là n'est pas de moi, donc je n'en suis pas responsable. Il a fait qu'évoluer, évidemment, heureusement que je ne vais pas chercher les mêmes choses. Bon, il va forcément, on le sait très bien, il va vers les purs, je pense comme tout artiste digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il ne s'enferme pas dans un système, mais qui approfondit sa recherche tout le temps. Et j'allais dire, ça rejoint un peu tous les... Je pense que ce n'est pas très original de dire que tu vas forcément vers les purs, c'est-à-dire dire plus de choses avec moins de moyens et moins de mouvements, et revenir à l'origine des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je faisais à 20 ans, que évidemment je peux encore faire techniquement, enfin certaines choses, peut-être mieux même, mais que je ne ferai plus parce que je les faisais au culot. Et que maintenant, j'ai j'allais dire, oui, peut-être la sagesse, j'en sais rien, de dire avant de savoir faire ça, il faudrait d'abord savoir faire ça, et donc on recule. C'est pour ça que souvent on dit plus on sait, moins on sait en fait. C'est-à-dire qu'on revient à l'origine, parce qu'on revient à l'épure, à la simplicité du mouvement et aux choses simples qui sont les plus difficiles à faire, parce qu'on ne laisse rien passer, donc on régresse, quoi. Mais c'est vrai aussi dans la mise en scène et dans le travail du spectacle. Au départ, on est dans les choses... On veut démontrer beaucoup, on veut prouver, on veut... Voilà, maintenant, j'allais dire, j'ai rien à prouver dans le sens de la performance. J'ai un peu tout fait, j'ai ouvert toutes les voies. Donc, c'est autre chose que je vais chercher maintenant dans mon rapport aux chevaux. C'est quelque chose de plus intime, de plus... mais aussi dans mon rapport à la mise en scène, dans mon rapport au public. Ce qui est intéressant dans l'aventure Zingaro, c'est que ça rejoint quand vous dites on a créé quelque chose, c'est-à-dire que le prix à payer, c'est qu'en fait, on s'est construit... On a appris en même temps qu'on a formé notre public. Ça, c'est quelque chose, je pense, de très intéressant. C'est vraiment... là, moi, je suis dans le concret, je suis dans la vie, je ne suis pas dans le... voilà, je ne travaille pas pour la postérité. Donc, voilà, au départ, on a créé ce premier cabaret. Les gens disaient, mais c'est quoi ce truc? Alors, les gens du cirque disaient, c'est qui ces gars-là qui ne sont pas du tout du cirque? Les gens du théâtre disaient, c'est quoi ces espèces de circassiens? Les gens de la musique disaient, mais c'est quoi ces espèces de cabarets? Les gens, bon... Et il n'y avait aucune école, donc c'était très surprenant. Mais donc, ça a surpris les gens. Et moi-même, par exemple, il y a eu une étape qui était importante dans l'histoire Zingaro, c'est le spectacle triptyque où j'ai chorégraphié le Sacre du Printemps, la symphonie des psaumes de Stravinsky, donc avec des chevaux. Justement, vous dites ça comme si c'était hyper simple.
avec des chevaux. À quel moment vous vous êtes dit, je vais pouvoir faire Non, mais danser justement, la chorégraphie je suis en du train de vous Sacre du répondre, Printemps justement. Stravinsky à des chevaux? Eh ben, je peux vous dire qu'au départ, à l'époque du cabaret, vous m'auriez dit dans 10 ans, tu vas faire ça. J'aurais dit, ah bon et c'est devenu une évidence au fur et à mesure de notre travail. Chaque spectacle a ouvert la porte du suivant, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une recherche, on voit qu'on peut aller jusque-là, et puis tout d'un coup, voilà, on va rechercher autre chose. On va donc jusqu'à rechercher le summum de la précision comme un danseur, mais avec des chevaux, et en plus dans une chorégraphie assez sauvage, et avec en plus une partition écrite et fixe. Si j'ai toujours travaillé avec des musiciens vivants, c'est justement pour ça. C'est la transmission orale, la transmission physique, j'allais dire même, hein, à l'orientale. Le maître fait, l'élève exécute. Le maître fait, on ne discute pas. On n'est pas là à dire, tu vois, tu comprends, chérie, il faut que ce soit ça. Non, non. On fait, on exécute. Et à travers l'action passe le sentiment et passe voilà, l'émotion, passe dans le ressenti, on va dire, de l'élève. C'est important, cette notion de transmission. C'est-à-dire que personne ne peut s'asseoir à ta place sur un cheval. Donc ça ne sert à rien d'expliquer les sensations, il faut les ressentir. Tu peux guider quelqu'un, mais sa sensation, elle est personnelle, elle est propre à lui. C'est à lui de la trouver, c'est à lui de la ressentir. Voilà. Donc dans les spectacles, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a amené la relation poussée de plus en plus forte comme ça, spectacle après spectacle, jusqu'à des choses, oui, on pourrait dire plus exigeantes. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'avais été capable de faire, par exemple, ce spectacle triptyque dès la 2e année de Zingaro, peut-être il serait passé à côté de son public. Parce que les gens ne l'auraient pas accepté. Ils auraient dit, attendez, c'est quoi ce truc-là? Faire le Sacre du Printemps Stravinsky avec des chevaux, c'est impossible. Enfin, c'est pas à toi. Il a fallu tous les spectacles aussi pour former le spectateur, pour qu'il soit prêt à recevoir aussi ça. Et ça, c'est pour moi que c'est quelque chose je ne sais pas, c'est quelque chose qui est assez particulier. Moi, j'ai jamais, voilà, mon évolution s'est toujours fait avec les spectateurs. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que personnellement, je m'amuse toujours à tester avec les amis. Quand je sens que j'ai envie de faire un truc, souvent je lance la pique dans une conversation. Je dis, tiens, j'ai peut-être envie de faire ça. Et je vois comment les gens réagissent. Si les gens qui font, ah ouais, ça va être génial. Moi-même, j'ai aucune idée de ce que ce sera. Mais donc, je lui dis, tiens, la personne est prête à recevoir ça. Elle est prête à accepter que j'aille dans cette direction-là, quoi. Donc, elle est prête à recevoir. Voilà, parce que voilà, on défriche des choses. Là, le dernier spectacle en date de Zingaro, qui était Ex Anima, qui était carrément un spectacle sans cavalier. Parce qu'il n'y avait que des chevaux en liberté, quoi. Bon, bah, fallait oser, quoi. Je veux dire, ce qui paraît un peu normal pour un théâtre équestre, de rendre hommage aux chevaux comme les acteurs principaux. Mais bon, c'était complètement retiré, comme des marionnettistes. On était derrière, évidemment, pour les amener. Mais bon, c'était un pari assez aisé. Mais les spectateurs étaient prêts à c'était presque une évolution logique de Zingaro, quoi. Et justement, il y a une abstraction de l'humain, on l'a bien vu. Premier spectacle, vous jouez beaucoup avec l'animal. Dans le deuxième, vous êtes face à lui. Dans le troisième, il est à un moment seul au milieu. J'ai une question d'un ou d'une élève qui justement se demande si le cheval a le droit d'improviser au cours du spectacle chaque soir. Alors, par exemple, dans Ex Anima, c'était intéressant parce qu'on plaçait tout et on laissait le cheval s'exprimer. Alors, c'était pas forcément des choses apprises. C'est-à-dire que c'est des choses qui jouaient beaucoup sur l'instinct. C'était des jeux. Voilà, c'est 2 étalons qui se battent un peu. C'est un petit troupeau de 4 chevaux avec un dominant et tu fais rentrer un cheval extérieur et le dominant va se révéler en repoussant. Bon, c'est des choses que les gens comprennent. C'est-à-dire que, par exemple, ce tableau-là, qui était pour moi c'était assez marquant, c'est-à-dire qu'il y avait 4 chevaux qui arrivaient, qui étaient des chevaux noirs à tête blanche, argentins, et on faisait rentrer un cheval d'une autre robe, d'une autre couleur. Donc c'est des chevaux qui paraissaient comme ça paisibles, endormis. Tout d'un coup, on se rendait compte que dedans, il y avait un dominant qui chassait le nouvel arrivant d'autre couleur. Et la première fois qu'on a montré ce spectacle, je montre toujours le spectacle d'abord aux gens d'Aubervilliers, qui n'ont pas les moyens en général d'aller au spectacle. Donc c'est les premiers au monde à avoir un spectacle qui va faire le tour du monde, voilà, en avant-première. Souvent des enfants, mais pas forcément, et des associations, etc. Et il y a un gamin qui est sorti, et ça m'a tellement fait plaisir, parce qui est sorti du spectacle, et qui a dit, en parlant de cette séquence-là, il a dit « Ah, même les chevaux sont racistes ». Et j'ai trouvé ça génial parce qu'il avait compris, voilà, c'était l'intention voilà. Donc là, on peut dire que c'est de l'expression du cheval lui-même. On joue sur quelque chose d'instinctif. Donc le cheval a sa marge d'interprétation, on va dire. Tous les soirs, c'était plus ou moins violent, plus ou moins net à voir. Et nous, en coulisses, c'est moi qui gère le temps. Et tiens, on a assez vu la séquence pour qu'on comprenne. Ok, on passe à la suivante. Et voilà. Donc, mais après, les spectacles sont assez précis. Mais le cheval est partenaire comme les cavaliers, c'est-à-dire que voilà, c'est jamais tous les jours exactement pareil, et c'est ce qui fait le sel du spectacle vivant, hein, de toute façon. Chaque soir est unique. Vous disiez à l'instant, on produit et on reproduit.
c'est valable peut-être pour l'écuyer ou l'écuyère qui assimile. Comment se fait le travail avec le cheval en lui-même? Parce que vous ne pouvez pas juste l'engueuler et lui dire « bon, bah là, c'était pas terrible, refais-le ». Non, mais surtout, tu ne peux pas engueuler un cheval, parce que C'est tu comme peux un engueuler costaud. un humain, Ouais. tu peux mal te comporter avec un humain, parce que le lendemain, tu pourras aller le voir en disant « écoute, je t'ai mal parlé, je m'excuse ». Et voilà, on se fait la bise, on n'en parle plus. D'accord? Bon, avec les masques, c'est plus dur. Mais bon, voilà, avec un cheval, si vous êtes mal comporté avec un cheval, allez lui expliquer le lendemain que tu as été un peu trop fort dans ton truc. Il ne comprendra jamais, et par contre, il a beaucoup de mémoire. Donc, il s'en souviendra toujours. Donc, déjà, la première leçon, on dit toujours à un cheval, on n'impose pas, on propose, et c'est lui qui dispose. Ça, c'est la base déjà du rapport. Donc, c'est déjà une école de self-control, c'est-à-dire que tu dois apprendre à te contrôler totalement. Je veux dire, voilà, tu ne peux pas t'emporter. Moi, et Dieu sait que je m'emporte souvent avec les humains, mais avec un cheval, je ne m'emporte jamais, quoi. Alors, il faut savoir fixer les règles, quoi. Mais voilà, tu ne peux pas dépasser voilà, parce que tu le payes irrémédiablement, quoi. Donc, c'est déjà la première leçon. Ensuite, il y a une deuxième donnée qui est fondamentale avant de commencer à travailler, c'est que le cheval ne sait pas pourquoi il fait ça. Donc, il ne peut pas accepter la souffrance. Quand je dis souffrance, c'est pas se faire battre, hein, même une douleur, même, on va dire. L'artiste peut accepter une douleur. Le danseur, le comédien, voilà, un danseur, il va passer des heures à la barre, il va souffrir dans son corps, demander aux ballerines de l'opéra si elles ne souffrent pas en faisant les pointes. Voilà. Mais ils savent pourquoi ils font ça. Donc ils acceptent la souffrance pour un résultat, quoi. Le cheval, lui, n'a pas la notion de ça, du spectacle, de ce qu'on veut dire, de ce qu'on va faire. Donc tu dois, si tu veux l'amener à un point Y, passer par des X', X secondes, X terres, etc., de façon à ce que le Y devienne évident pour lui, quoi. Tu dois l'amener vers là où tu veux qu'il aille. C'est une leçon qui sert pour tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'un bon metteur en scène, c'est celui qui va amener le comédien à faire ce qu'il a envie de faire, mais sans lui imposer, quoi, pour que ça vienne de lui, en fait. Donc c'est intéressant dans plusieurs autres domaines. Donc ça, c'est déjà les deux, j'allais dire, principes de départ. Ensuite, c'est du boulot, c'est des heures et des heures de travail. Et ce travail, c'est un dialogue, vous dites, c'est ça? Après, bon, on ne va pas tout reprendre, mais si on veut faire, je vais vous la faire simple. Voilà, vous avez un homme face à un cheval, vous avez votre vocabulaire d'humain, lui, il a son vocabulaire de cheval. Il va falloir apprendre à se comprendre. Donc déjà, il va falloir qu'on crée un vocabulaire commun. Donc ça va commencer par du travail à pied, même de déplacement, de se repérer dans l'espace, de s'apprendre mutuellement, puis de monter dessus. Et ensuite, tu vas avoir des codes. Donc tu vas avoir au départ des aides qui sont les mains, le poids du corps, les jambes. Je vous la fais simple, hein, ce qu'on appelle les aides pour communiquer avec le cheval. Donc apprendre. Et puis ce vocabulaire très simple, cette grammaire, on va dire, qui s'est construite petit à petit très simple, va s'affiner petit à petit. C'est-à-dire que là, vous aviez besoin de la main, des jambes et du poids du corps. Vous allez enlever bientôt les jambes, puis les mains. Il ne vous restera plus que le poids du corps. Et ensuite, ça va devenir médiumnique. C'est-à-dire qu'après des années et des années de travail, vous pensez à un mouvement, le cheval l'exécute. Mais ça n'a rien de magique. C'est comme vous levez pour marcher, vous ne pensez pas j'avance le pied droit, j'avance le pied gauche. Votre corps, instinctivement, va se mettre en position. Alors qu'un enfant qui apprend à marcher, vous le tenez par la main, vous dites vas-y, avance le pied gauche, mets ton poids sur le pied gauche, hop, avance le pied droit, voilà, jusqu'à temps qu'il comprenne. Ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez tellement travaillé, vous avez tellement eu de connivence, que vous pensez à un départ au galop sur le pied gauche, par exemple, instinctivement, votre corps va se placer, vous ne savez même plus ce que vous faites, vous n'y pensez même plus. Et le cheval, lui, va tout de suite détecter et répondre. Il va répondre. Donc il va répondre d'une certaine manière, d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu, on va dire, la grammaire que vous avez été capable de construire. Et celle-là, elle est sans fin et elle vous révèle. C'est-à-dire que si vous avez un rapport brutal et dominant avec un cheval, il va vous renvoyer une image soumise, mécanique, on va dire, voire apeurée, voire révoltée si vous avez été trop loin. Voilà, il n'y a pas de mauvais chevaux, il y a des chevaux rétifs, parce que l'homme a été trop loin, donc le cheval ne s'est révolté quelque part, quoi. Voilà. Donc il vous renvoie comme un miroir, il vous renvoie votre image en fait. Et si vous avez été capable de créer avec lui un vocabulaire qui est basé sur l'écoute, l'amour, la finesse de la perception, il va vous renvoyer quelque chose de fin. Je veux dire, il va arriver à s'exprimer. Donc ça, c'est déjà ce qu'il y a d'intéressant pour moi. C'est ce qui me passionne dans le rapport au cheval. C'est là où je dis on est assez proche on a dépassé le cadre de l'animal, entre guillemets. C'est plus un animal pour moi. C'est devenu un partenaire dans un rapport qui est très unique, hein, parce qu'il passe par le corps.
Il arrive à l'esprit, mais il passe par le corps, parce que ça reste le point de contact avec le cheval reste les fesses. Pour ça, je dis à cheval, on pense avec les fesses. Mais voilà, c'est une autre manière de le dire, quoi. Et alors après, la dernière notion qui est fondamentale, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est la qualité du geste. C'est-à-dire que ce qu'il faut arriver à préserver chez le cheval à un moment, c'est ce qui fait la beauté d'un geste, c'est-à-dire l'envie. Quelque chose qui est difficile à décrire. Hein. Si vous mettez 2 danseurs sur une scène qui vont faire la même chorégraphie, c'est-à-dire le même enchaînement de gestes, l'un va s'appeler Tartampion, l'autre va s'appeler Nijinsky. L'un va vous faire pleurer et pas l'autre. Pourquoi ? Par la qualité du geste, justement, par ce dialogue qu'il fait. Ils auront fait les mêmes gestes, ils auront fait les mêmes mouvements, ils ont appris les mêmes mouvements, hein, ils ont appris la chorégraphie. L'un va vous toucher, l'autre non. Pourquoi ? Parce que l'un va charger dans le mouvement, au-delà de la performance technique, l'émotion, le vécu, le sentiment. Tout d'un coup, il va être profondément humain, il va vous toucher. Moi, par exemple, j'adore les vieux danseurs. C'est-à-dire quand un danseur n'est plus tout à fait performant, mais tout d'un coup, l'âme de l'humain sort et il a du métier. Mais voilà, donc ça, pour moi, ça me touche profondément, plus que le jeune danseur qui va sauter très haut quelque part, quoi. Mais bon, ça, c'est personnel après. Mais donc, cette chose-là, il faut arriver à la... Donc, l'humain, lui, encore une fois, il sait pourquoi il fait ça, il apprend, il charge son geste d'une certaine émotion. On va dire, voilà, ce qui va faire la grâce d'un mouvement, c'est pas parce que tu vas lever le coude ou le bras à telle hauteur, c'est parce que tu vas le faire avec un certain sentiment, quoi. Pareil dans la musique, c'est pas parce que tu vas jouer les notes, voilà, c'est ce qui va faire toute la différence. Donc, chez le cheval, ça veut dire quoi ? Ça veut dire lui ne sait pas pourquoi il fait ça, hein, encore une fois. Donc et pourtant, ce sont des mouvements qu'il fait naturellement. Hein. C'est-à-dire que le dressage, c'est reconstituer avec le poids du cavalier des mouvements que le cheval fait à l'état naturel. Ce qu'on appelle le passage, par exemple, qui est une espèce de trot suspendu, très gracieux, majestueux. Vous mettez un étalon à côté d'une jument, il va se mettre à passager. Donc c'est quelque chose qui... Parce que justement, il a l'intention pour le coup du geste. Quoi. Voilà, il veut plaire, voilà, dans le dressage, ce qu'il faut arriver, c'est préserver ce trésor qui est l'envie de faire la chose. Donc vous êtes toujours pris entre 2 paramètres, qui est l'assouplissement et la musculation, parce qu'il faut que le cheval soit capable de produire le geste. Comme un danseur, il faut qu'il se muscle, il faut qu'il s'assouplisse, et ne pas l'abrutir pour qu'il ne perde pas l'envie de donner le mouvement. Donc c'est cette petite finesse qui est fondamentale, qui est très délicate. Parce qu'en plus, le cheval, bon, il ne parle pas, donc il faut arriver à... J'avais un vieux maître, un homme que j'admirais beaucoup, un dresseur, qui était un homme qui a passé toute sa vie à enseigner. Il avait une phrase très simple, géniale. Il me disait, voilà, tu sais, Bartabas, le grand dresseur, c'est tout simple, c'est celui qui sait quand demander et quand récompenser. C'est intéressant pour la transmission. C'est-à-dire quand il faut exiger plus et quand il faut encourager, en gros, on pourrait le traduire comme ça. Et il me disait, l'idéal pour un cheval serait de le récompenser quand il a eu l'intention de vous donner le mouvement que vous lui demandez. L'intention. C'est-à-dire que vous ne lui laissez même pas faire le mouvement. À peine il est rentré pour commencer le mouvement, vous arrêtez, vous caressez. Donc le cheval, ça ne lui a même pas coûté l'effort de le faire, ça lui a juste coûté l'intention. Et bien je peux vous dire que la deuxième fois, si vous respectez un peu cette progression, et bien le cheval va vous donner après la chose avec beaucoup plus d'envie que si vous l'avez refait 20 fois pour être sûr que c'est bien, etc. Ça pose la question qui est très belle et j'aurais adoré y penser, mais c'est un élève ou une élève qui nous la pose. Vous dites il faut refaire, on sent un travail, on sent une communication. Vous parliez de dressage tout à l'heure et en même temps de cette intention, de cette forme de liberté, ce qui pose la question de cet élève. Quel est votre rapport au sauvage ? Alors... Ouais, elle est hyper bien la question, je suis tout à fait d'accord. Déjà, je pense que pour créer, il faut avoir une certaine sauvagerie, quoi. Il faut savoir garder en soi une certaine sauvagerie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'aventure Zingaro, tu pourrais dire que c'est une aventure humaine, donc ça commence déjà par ça. Un collectif, travailler ensemble, respecter son travail, se respecter autrui. Voilà, la notion de respect, pour moi, est très importante. Hein. Pas juste le respect basé sur le titre, mais le vrai respect. C'est le vrai respect. Hein. Vous pouvez ne jamais parler à quelqu'un et le respecter beaucoup. Il n'y a pas de complaisance là-dedans, quoi. Mais la sauvagerie est fondamentale parce que c'est ce qui est votre moteur quelque part, quoi. Mais moi je ne dirais pas sauvagerie, je dirais l'instinct. Je dirais il faut savoir préserver son instinct. Les chevaux m'ont appris ça. Et l'instinct pour un créateur, puisque c'est le mot que vous aimez employer, pour moi est fondamental. C'est le moment où tout d'un coup tu te fais confiance. Tu as le culot de te faire confiance et de dire moi je le sens comme ça.
on pourrait dire l'inspiration quelque part. C'est-à-dire pourquoi tu choisis une couleur plutôt qu'une autre, une forme plutôt qu'une autre, un mouvement plutôt qu'un autre, pourquoi tu le fais comme ça et pas comme ça, quoi. Voilà. Donc ça, il y a une notion d'instinct, c'est-à-dire que d'un coup tu le sens comme ça. Et moi, les gens ne me croient jamais, vous savez, même encore maintenant avec tout le entre guillemets métier que j'ai soi-disant, je fais confiance à mon instinct. J'essaie de ne pas jamais je me pense à qu'est-ce que vont dire les spectateurs dans mon histoire. Hein, je parle de qu'est-ce que veut dire ce spectacle. Non, je le sens comme ça dans ma relation aux chevaux. Je suis habité par mon travail, c'est ma vie, donc je ne me pose pas de questions de carrière. Je dis tiens, maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Pour différentes raisons. La troupe, je la sens comme ça, les chevaux sont vieillissants, machin, etc. Il y a plein de raisons qui fait que tu fais Exanima, par exemple, où tu décides qu'il n'y a pas de cavalier. Tu peux dire aussi parce que la troupe commence à être un peu vieille, les cavaliers un peu rouillés, les chevaux aussi, donc on va les... Voilà, et tu peux dire aussi c'est le moment de leur rendre hommage. Enfin, il y a plein de raisons, de questionnements. Mais l'important, c'est l'instinct. Je vais vous raconter une petite anecdote qui sera assez marrante, parce que les gens ne le croient jamais. À quel point ça peut être même enfin, je suis vraiment... voilà, c'est justement le cheval que vous avez vu, la Zingaro, Eclipse, le dernier spectacle. La dernière représentation était à New York et le cheval est mort là-bas. Enfin, il restait là-bas, puis mort de colique. Et donc, on rentre en répétition de Triptyque, qui est justement le Sacre du Printemps et la Symphonie des Psaumes. Et c'est un spectacle où j'avais décidé, suite à la mort de mon cheval, de mettre mes 3-4 autres chevaux à la retraite, que j'avais déjà depuis 10-15 ans, comme ça, de manière un peu instinctive, brutale d'ailleurs. J'en ai gardé que un, Horizon. Et en me disant, on verra, il faut faire table rase. Et puis ce spectacle, il va être très chorégraphié, j'ai besoin d'être un œil extérieur. C'est le premier spectacle où je n'étais pas interprète dedans. J'étais que chorégraphe, voilà, parce qu'il avait besoin d'être très précis, très réglé. Et le Sacre du Printemps est pour moi le morceau du XXe siècle, voire même du XXIe, parce que je pense que si on l'écrivait maintenant, il serait encore révolutionnaire, quoi. Et pour moi, c'est le morceau qui m'a hanté depuis tout petit, parce qu'il représente tout, justement, il représente la sauvagerie, la notion de chamanisme, ce qu'on n'a pas assez analysé d'ailleurs dans Stravinsky. C'est pas les airs traditionnels russes, c'est le chamanisme derrière. Enfin, bon, pour moi, des choses très importantes. Et moi, ma lecture du Sacre du Printemps, c'est pas les hommes, les femmes comme Pina Bausch, c'est pas les hommes comme Béjart, c'est les hommes à cheval qui possèdent le cheval et les piétons. Donc les piétons, c'était des danseurs de Karalipayat, qui était un art martial traditionnel du Kerala, qui étaient donc pas des danseurs, c'était des combattants, auxquels je n'ai pris que leur gestuel d'échauffement, qui étaient des mouvements inspirés des mouvements d'animaux. Voilà, et qui a un rapport très tellurique au sol. Et puis ceux qui ont accès au cheval, voilà, qui étaient les cavaliers, les voltigeurs. Et pour moi, tout de suite, on pense évidemment à la danse sacrale, je ne sais pas si les gens connaissent, qui est le point d'orgue évidemment du Sacre du Printemps, qui est le choix de l'élu et le sacrifice de l'élu dans le groupe. Et moi, tout de suite, ma pensée, ça avait été un an avant déjà, c'est de dire l'élu, ça sera un des 6 piétons, un des 7 piétons, voilà, et qu'on va mettre sur un cheval. C'est l'élu, on va le poser sur le cheval. Et donc, on a commencé pendant un an à préparer un cheval, à faire des croupades, ce qu'on appelle, c'est comme des ruades, des cabrioles, tout ça, des mouvements très sauvages, mais appris pour pouvoir les faire en rythme, etc. Je me suis dit, voilà, on accrochera sur un palan, ça va être magnifique, etc. Et tout. Bon. Donc, mon cheval meurt, commence les répétitions. J'avais prévu Sacre du Printemps, la Symphonie des Psaumes, parce que le Sacre du Printemps ne fait que 30 minutes. Donc c'est jamais assez. Et souvent dans les programmes, on oublie toujours l'autre pièce. Et moi, je ne peux pas faire comme un chorégraphe un spectacle de 30 minutes. Donc il faut que ça soit toujours des gros spectacles, parce que les gens viennent de très loin partout. Donc j'ai composé, c'est pour ça que ça s'appelle Triptyque, j'avais dit, voilà, le Sacre du Printemps, et j'ai cherché dans les œuvres de Stravinsky, et là j'ai découvert la Symphonie des Psaumes, que je trouve absolument géniale, qui était vraiment une œuvre sacrée. Donc je dis fête païenne, fête sacrée, et entre les deux, Boulez, qui dirigeait les deux, m'a proposé une pièce à lui qui s'appelait Le Dialogue de l'ombre double, qui était avec un clarinettiste, et j'avais dit, moi je ferai entre ces deux gros morceaux, très chorégraphiés, je ferai un solo à cheval. Je fais une petite digression, je cherche un cheval pour faire ce solo, puisque j'avais mis mes chevaux à la retraite. On est à 6-8 mois de la première. Chaque fois que j'essayais un cheval, je dis non, ça ne va pas, je n'ai pas les sensations. J'ai assez de métier pour faire un truc un peu élégant avec un cheval déjà dressé, évidemment, mais ça n'allait pas. Et d'un coup, je me rends compte qu'il me fallait le temps du deuil, c'est-à-dire le temps de refaire une aventure avec un autre cheval, que je ne pouvais pas accepter de prendre un cheval comme ça. Et donc j'ai dit, ça va être 2 danseurs avec des sculptures de chevaux. Donc déjà, je m'étais retiré du solo.
Ensuite, on revient au Sacre du Printemps, on commence les répétitions avec les Indiens qui arrivent du Kerala. On travaille, on arrive sur cette pièce, on commence à assembler le truc, et puis ça ne marchait pas. Et puis, je ne pourrais même pas dire pourquoi, ça ne me plaisait pas. C'est pas envie, ça ne va pas, c'est lourd, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis tout d'un coup, je fais une petite sieste, je fais toujours ça. Je crois beaucoup à ça, ça fait rigoler les gens. Quand on est en plein travail, après le déjeuner, je fais une sieste de 30 minutes avec mes problèmes. Et en général, quand je me réveille, les problèmes sont résolus. Je vais essayer ça, moi, ça me paraît bien. Et donc, je me réveille et je dis, tiens, on va tenter, on va faire le contraire. C'est Colin Maillard, c'est le contraire. Ils sont 7, il y a 6 cavaliers. Ils montent tous en croupe derrière un cavalier. Et il en reste un, c'est l'élu, qui n'a pas de cheval. Et lui, il fait sa danse sacrale. Ils montent tous debout au galop, debout derrière les cavaliers en croupe. Voilà, qui font le rythme de base autour. Et lui, il fait la danse sacrale, pop, jusqu'à la chute. Super, ça marche super bien, impeccable, très fort, ça a beaucoup de puissance, etc. Ok, je fais tout le spectacle, Symphonie des psaumes, avec quelqu'un accroché dans le ciel, etc. Je fais le spectacle, très bien, ça marche très bien tout. Un jour, je fais une interview avec un journaliste, un jour après la première, et le journaliste me pose la question, il me dit, mais Bartabas, alors je parle un peu du spectacle, parce que Stravinsky, voilà, ça lui entend, pourquoi ? Il me dit, mais Bartabas, est-ce que tu te rends compte que tu viens faire un spectacle sur le deuil ? Tu as perdu ton cheval, il y a 6 mois, il y a 8 mois, tu viens de faire un spectacle sur le deuil. Et tout d'un coup, je réalise, mais vraiment honnêtement, c'est pas un calcul, quoi. Je réalise que je venais de faire l'élu, c'était celui qui n'avait pas de cheval. Ils avaient tous un cheval, qui n'avait pas de cheval. Mon solo, c'était devenu 2 danseurs qui se cherchent à travers les sculptures de chevaux. Et j'avais fait tout un spectacle autour du deuil, quoi. Et là, ça fait des psaumes, en plus, bon. Voilà, donc, pour dire que tu possèdes en toi ton truc, instinctivement, tu le fais sans analyser. Voilà, tu ne dis pas, tiens, je vais faire quelque chose. Voilà, tu es comme ça, tu es dans cette... C'est ce que j'appelle être à l'écoute dans son rapport au cheval. À ce moment-là de mon histoire avec les chevaux, voilà où j'en étais, quoi. Cet instinct, cette capacité à parler, à dialoguer avec le cheval par le geste, est-ce que c'est la raison de la création de l'Académie d'art équestre de Versailles ? C'est-à-dire, vous nous avez parlé de transmission tout le temps, au public, au cheval, à l'écuyer, par la musique. Et là, vous vous êtes dit, en 2003, donc quand vous l'avez monté, vous vous êtes dit, ce que je sais faire, ce que j'ai appris des chevaux, il faut absolument que je le transmette. D'abord, je ne me suis rien dit du tout, parce que toute ma vie, c'est ça, c'est les opportunités qui font la vie, les contraintes et les opportunités. Et donc là, voilà, il y avait cette demande du directeur du château de Versailles qui avait cette écurie, qui me l'avait fait visiter. Il voulait que Zingaro vienne jouer là-bas. Je lui disais non, Zingaro est à Aubervilliers. Quand il part en tournée, c'est pas pour aller à Versailles, c'est pour faire le tour du monde. Donc à chaque fois, je lui refusais. Il est venu voir justement le Sacre du Printemps, dirigé par Boulez. Et il m'a dit, je vais te faire visiter ce manège. Et comme ça, moi, j'ai lancé. Je savais que j'avais tous ces chevaux crème. Bon, là, ce serait compliqué à expliquer. Il y avait un groupe de chevaux qui étaient tous la même robe, qui étaient dans ce spectacle. Ce qui était assez unique à Zingaro, ça n'existait pas encore. C'est que des individualités très particulières. Et donc, le spectacle suivant, qui allait être Lungta avec des moines tibétains, je savais que je n'avais pas besoin de ces chevaux-là. Et ça me posait un réel problème. Je dis, ils ont trop marqué ce spectacle, je ne peux pas les réutiliser. Et donc j'ai dit, bah voilà exactement les chevaux qui vont servir de départ à l'Académie. Donc il y avait cette opportunité de ces chevaux-là qui étaient déjà dressés, bien avancés, l'opportunité de cette proposition de manège. J'ai dit, bah banco, justement, j'ai une idée, de faire, hop, et on l'a fait. Bon, bien sûr, c'était un peu latent comme ça, et en 6 mois, ça s'est fait. Avec Patrick Bouchin, on a aménagé le truc, ça s'est fait en 6 mois. Que moi, je suis contre les projets où on dépose des dossiers. Enfin, quand on finit par avoir l'argent, les autorisations, on n'a plus l'envie, quoi. Donc moi, je suis pour, quand on a envie, il faut y aller, quoi. Avec n'importe quel moyen, il faut y aller, quoi. Et ça, c'est pour moi, ça a guidé toute ma vie, quoi. C'est-à-dire que c'est le prix à payer aussi. C'est-à-dire que tu es à l'écoute de ton instinct, mais il faut que ça suive, quoi. Et quand ça ne suit pas, tu es très très mal, quoi. Donc tu es obligé de forcer un peu voilà, donc cette école s'est créée. Mon idée, ça c'est le côté un peu anecdotique, et c'est vrai que derrière, c'était l'époque de Langue, etc. Le questionnement qu'on posait aux artistes, c'était pas d'aller jouer dans les écoles ou faire l'enseignement, c'était la transmission artistique. Comment transmettre son art. Et je me suis beaucoup interrogé là-dessus, surtout moi, ma manière de travailler, qui est très particulière, qui est encore une fois très instinctive, très, très, je vais dire,
pas analytique, on pourrait dire. Très inné, très tellurique presque. Oui, voilà, enfin et dans le concret toujours, quoi. Je lui dis, mais alors, attends, je pourrais faire des conférences, comme je fais là, expliquer, bon. Mais je dis, c'est pas très honnête, en fait, c'est pas ça la transmission, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'un artiste peut vraiment transmettre? Je me dis, qu'est-ce que j'aime, moi? Par exemple, moi, j'adore la peinture. Et moi, mon rêve, ça aurait été de pouvoir croiser le Caravage et lui parler, tu vas voir comment il était en train de faire son tableau, quoi, tu vois. Alors, parce que tu ne vois que l'œuvre qui reste, tu ne vois pas la personne en train de le... Je ne parle même pas de la personne humaine, je parle même de la personne en train de le faire, quoi. Comment le croyez? Et donc, je me suis dit, mais en fait, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu peux proposer? Tu peux installer un truc, tu peux me proposer qu'une énergie... Tu peux les côtoyer de ton vivant, en profiter pour les côtoyer. En plus, moi, je n'ai pas la prétention de... Voilà, je ne fais pas de tableau, je suis dans le concret. Donc, ce que je peux apporter, c'est déjà côtoyer les gens dans mon quotidien, donc ils voient mon énergie vitale, qui est quand même la base de toute envie, de toute création, c'est ton énergie tout simplement, mais au jour le jour. Hein. C'est-à-dire, voilà, la manière dont tu travailles, tu t'engueules, tu bouges, tu crées, quoi, tu doutes, voilà, et tes doutes, justement. C'est-à-dire que peut-être quand j'aurais vu Caravage, je me serais aperçu que, ou Picasso, je sais pas, ça se fait pas tchoc 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 comme ça. Voilà, le mec il dit attends, ce que je fais c'est de la merde, il déchire, il recommence. Il y a le doute toujours, j'espère pour lui, quoi. Enfin moi je sais que plus ça va, plus je doute. Quand je me lance dans une création, c'est de plus en plus douloureux, quoi. Parce que tu doutes de plus en plus tout le temps, tu te remets en question tout le temps, quoi. Et donc tu perds tes moyens quelque part. Encore une fois, ce que tu faisais jeune au culot, voilà, tu oses plus le faire. Tu dis non, attends, il faut que je sois plus honnête avec moi-même, plus honnête avec ma démarche, etc. Donc ça devient de plus en plus douloureux, quoi. Tu es obligé de creuser en toi, quoi. Et donc, ça, tu peux le partager. Partager tes doutes et partager ton énergie. Donc j'ai dit, la seule façon de le faire, c'est de créer une école concrètement, quoi. Voilà, donc prendre le problème à bras-le-corps, quoi. Pas aller donner des cours, créer sa propre école, quoi. Voilà, donc, et en plus, je suis dans comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un style de truc, c'est un peu une forme de spectacle qui n'existe pas. Donc il n'y a pas d'école qui forme des cavaliers artistes, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a des écoles qui forment plus ou moins, et encore il n'y a même pas vraiment d'école qui forment des cavaliers. Il y a des diplômes pour enseigner l'équitation, pour le sport, voilà. Mais là, il s'agissait d'enseigner le travail équestre comme un art, l'art équestre, pas comme un sport. Oui, et d'ailleurs, les écuyers, dans leur cursus, font de la danse, de l'escrime artistique, du chant, de l'art traditionnel japonais. Donc, voilà, une fois que tu as dit ça, tu dis, bon, bah, comment je crée des, entre guillemets, cavaliers artistes donc, c'est des gens souvent qui viennent du sport, des déçus du sport, parce que c'est quand même une école de haut niveau. Hein. C'est le Sciences Po, si vous voulez, de l'art équestre. C'est même plus, ils sont payés. Ah, attendez, on y vient. Ah oui, donc, alors il va falloir y arriver vite. C'est pas un club hippique, il faut avoir une quinzaine d'années au moins de pratique équestre pour pouvoir rentrer à l'académie quand même. On n'apprend pas à monter à cheval. Voilà, on vient pour se former, pour apprendre à être artiste à cheval et dresser des chevaux. C'est-à-dire que la transmission se fait à deux niveaux. Tu transmets au cavalier qui lui-même transmet à son cheval. Donc ça, il faut se confronter à ça. Et là, j'ai mis plusieurs principes sur la table qui ont été assez choquants pour les institutions, quoi. C'est de dire, on n'a jamais fini d'apprendre. 2, le temps qu'il faut à un homme et à un cheval de s'apprendre n'est pas quantifiable, donc pas de cursus. C'est-à-dire qu'on dit en général qu'il faut 4-5 ans pour dresser un cheval, mais au bout de 4-5 ans, tu ne peux pas prétendre tout savoir. Donc tu rentres dans cette école, tu ne sais pas quand tu sors, et tu n'auras pas de cursus. Il n'y a pas un moment où on dit, toi, hop, tu dégages, tu as raté l'examen, tu as raté telle étape. Ils avancent dans la promotion, année par année, ils s'en vont. Et je reviendrai après l'intérêt de ça. Enfin, c'était un peu choquant, quoi. Deuxième chose, c'est quelque chose de très physique et qui prend beaucoup de temps, parce que l'idée, c'était d'associer à la technique équestre d'autres techniques artistiques, le chant, la danse, le tir à l'arc japonais, pour différentes raisons. Voilà. C'est d'ailleurs assez courant dans toutes les écoles aux États-Unis, toute école de comédien, tu pratiques un peu le chant, la jonglerie, un peu de danse, tu touches un peu à toutes les disciplines pour développer ton corps, l'écoute, etc. Mais à cheval, ça n'existait pas. Je peux vous dire que les premières auditions, quand j'ai dit aux cavaliers qui venaient du monde entier, mettez-vous en collant, vous allez prendre un cours de danse, comme souvent c'est assez des machos, le mec me regardait, non, moi de la danse, c'est hors de question. Or, ce qui est quand même un comble, quand tu passes ta vie à assouplir un cheval, à travailler le physique du cheval, commence par travailler le physique, ton propre physique, ressentir déjà
déjà dans ton corps ce qu'est une courbature, la notion de souplesse, de positionnement dans l'espace, enfin, etc., etc. Chaque discipline apporte quelque chose. Le chant, la confiance en soi, l'escrime à cheval, la précision, le réflexe, enfin, des choses qui vont te servir à mieux monter à cheval. Pas tellement pour faire des gens qui savent tout faire, mais pour tout ça, et puis développer ta sensibilité surtout. Voilà, parce que là, il ne s'agit pas que de la technique, c'est de la sensibilité à cheval. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est assez physique. Donc tu commences très tôt le matin vers 6h et tu finis vers 5h le soir. Et tu es à genoux. Donc il est hors de question d'aller travailler dans une pizzeria pour te payer ton école. Donc tu as affaire soit à des gosses de riches, les parents leur ont payé un cheval aux États-Unis à l'âge de 12 ans, etc. Et puis le pauvre petit con français qui vient de la province, qui n'a pas une thune. Donc j'ai dit, hop, pas de bourse, rien, les élèves sont payés. Pourquoi aussi? D'abord, ça fait une égalité. Alors il est payé au niveau où il est, c'est-à-dire qu'au départ, quand il arrive, il va faire peut-être que détendre un cheval, ouvrir une porte. Chaque week-end, il y a des spectacles, et c'est le fruit de son travail qui va permettre de faire marcher l'école. Donc dès le début, tu les mets dans la position qui va être toute leur vie dans le spectacle vivant, de dire ça se fait, ça se crée. Ce qu'on disait au début par rapport à la notion de cinéma, de créer, de donner pour quelque chose qui ne t'appartient plus. Là, voilà, tu vois que toi, ça t'appartient. Tu vois que les spectateurs qui sont dans la salle, qui ont payé leur place, toi, tu ouvres juste la porte, tu fais ça. C'est ceux qui vont permettre. Ils ont donné de l'argent pour payer ton salaire. Voilà. Et c'est la notion aussi de tu donnes pour recevoir. Alors là, c'est encore un principe qui est un peu choquant, c'est que je dis que l'éducation n'est pas quelque chose qui t'est dû. C'est quelque chose que tu dois mériter. C'est le sens un peu oriental de ça, c'est de dire tu dois donner pour recevoir. On revient à l'exemple du peintre. À l'époque où il n'y avait pas d'école, à l'époque du Caravage. Il fallait rentrer dans l'atelier. Voilà, tu tapais, toc toc, tu avais une lettre d'introduction, maître, j'aimerais rentrer dans votre atelier. Pas de problème, mon petit, prends le balai. Et tu commences par balayer l'atelier, et là tu observes, puis après tu as le droit de mélanger les pigments. Puis après tu as le droit de tendre le cadre. Puis après tu as le droit de faire le dessin de fond, jusqu'à faire le tableau en entier. Et puis le maître arrive et le signe en bas, quoi. Voilà. Classique. Mais un peu, voilà, c'est un peu. Donc, moi, c'est cette notion-là qui m'intéresse, c'est-à-dire d'être au début de l'aventure aussi. Et puis, voilà. Et l'autre aspect aussi, c'est une espèce d'autodiscipline, si on veut. C'est l'organisation interne, apprendre à la gérer, apprendre à travailler ensemble. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de cursus. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quand tu fais une fin d'année avec des examens, c'est forcément la compétition. Si tu prends vraiment le premier base, tu as beau dire ce que tu veux, à partir du moment où il y a compétition, il faut que j'écrase l'autre pour monter plus haut. Il n'y a rien à faire, quoi. Or, enfin pour moi, le spectacle vivant ne se fait pas seul. L'artiste n'est pas seul, c'est pas vrai. Un artiste sur scène n'est rien sans le technicien son, le technicien lumière, enfin tout ce qui fait une équipe, c'est un travail d'équipe, quoi. Donc dès le début, le cavalier doit comprendre qu'ils doivent travailler ensemble, s'entraider. C'est même partager son cheval, ce qui est difficile sentimentalement. Parce qu'en général, quand il partait en vacances, il dit « je veux que personne monte mon cheval, hein, il doit être que longiligne ». Non, apprendre à faire confiance aux autres et s'entraider. Et chacun trouver sa place à l'intérieur de l'académie. Alors, ce qui est intéressant... Attendez, j'ai une dernière question, si vous permettez. Oui. Parce que nous aussi, à Sciences Po, on fait un travail d'équipe. Et dans les équipes, il y a des gens très précieux qui sont les appariteurs. Et les appariteurs sont les maîtres des clés. Et je ne voudrais pas que vous les rencontriez tout de suite, parce qu'après, ils vont nous dire « barrez-vous ». Et donc, je voudrais conclure, si vous le permettez, sur une question impossible. Et je vais pourtant vous demander d'y répondre très brièvement. On entend beaucoup d'engagement, on n'entend aucune concession, on entend une éthique, on entend une aventure, on écoute une liberté. C'est quoi le secret de la liberté? La contrainte. Accepter les contraintes. C'est-à-dire que moi, je vais très loin là-dedans. Hein. J'estime que même dans toutes les disciplines, pas que artistiques d'ailleurs, mais enfin, là, moi, je parle du domaine que je connais, les choses qui m'intéressent le plus sont souvent le fruit de cultures ou d'étapes de pays qui sont sous la contrainte. Ça peut être la contrainte politique, qui génère une contrainte économique, la censure. Par exemple, bon, nous, on ne connaît pas la censure, il n'y a plus de censure en France pratiquement. On peut faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, quoi. Mais il y a des pays encore où tu ne dis pas ce que tu veux. Tu peux pas, donc tu es obligé de trouver des voies détournées. C'est ce qui fait la qualité d'une œuvre. C'est-à-dire arriver à trouver la voie poétique pour dire ce que tu veux dire, ce qu'on parlait de tout à l'heure, quoi. Voilà, en dehors des... Voilà. C'est pas pour rien que le cinéma soviétique, à l'époque de Konchalovsky, de Tarkovsky, était très intéressant parce qu'il y avait une censure énorme. Donc il fallait contourner la censure pour arriver à s'exprimer. Voilà, le cinéma iranien, pareil, à une certaine époque. Enfin bon, je ne vais pas prendre tous les exemples. Dans le théâtre, c'est la même chose. Pendant longtemps, le théâtre a été le fer de lance de la contestation, parce qu'à un moment, c'est incontrôlable, quelqu'un sur scène. Il peut dire ce qu'il veut. Bon, donc, mais il y a aussi des contraintes. C'est-à-dire que pour être libre, il faut accepter... Si je voulais être un peu provocateur, il faut accepter d'être pauvre,
Alors pauvre, je ne vais pas faire le misérable, hein, encore une fois, la compagnie, tout le monde en vit, mais voilà, c'est d'accepter quelles sont les limites, voilà, c'est-à-dire que tu travailles pour ta passion, il faut savoir quel est le cadre et s'y tenir, ce qui est très difficile, encore une fois, dans le monde d'aujourd'hui, se tenir à son échelle, ne pas se faire bouffer par vouloir faire plus grand, vouloir réinvestir. Moi, quand je vois les choses qui réinvestissent tout le temps, j'ai dit, dois être en difficulté, parce que plus tu veux t'agrandir, c'est que justement, il faut savoir avoir le courage de dire, non, ma forme, c'est celle-là, je n'en bougerai pas. Voilà, je veux dire, c'est comme ça que je veux créer, c'est comme ça que je veux exister, avec toute l'humilité que ça comporte et aussi l'exigence que ça comporte, parce que ça joue dans les deux sens. Voilà. Donc une certaine liberté, parce que dire, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, oui, mais enfin, on le paye très cher aussi. Voilà, donc vous savez, c'est comme la vie en caravane, hein. Il y en a qui disent, ah ben c'est la bohème, vous faites ce que vous voulez, vous ouvrez la porte en voyage, votre jardin change tous les jours, voilà, vous avez pas de voisins, vous avez de compte à rendre à personne, etc. Et puis il y a ceux qui disent, oui, mais la caravane, c'est quand même en hiver, le tuyau qui est gelé, il faut aller pisser dehors, t'as pas l'eau courante, tu vois, bon voilà, il y a des contraintes aussi, quoi. Donc, il y a un équilibre entre les deux. Équilibre. Bart Abbas, merci beaucoup d'être venu avec nous ici partager cet équilibre, toute cette création. Croyez-moi, si les appariteurs n'étaient pas si puissants, je vous assure que je vous regarderai plus longtemps. Chers élèves, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop fouillis. Pas du tout. C'est aussi ça, un peu la liberté. Chers élèves, merci d'avoir été avec nous. Souvenez-vous donc que la liberté naît aussi des contraintes. Pensez-y la prochaine fois qu'un prof vous prendra la tête sur peut-être un exercice qui était un peu chiant à faire ou peut-être un rendu de devoir. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre rendez-vous de la création. Au revoir.